Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net, bienvenue sur le Figaro TV pour cette émission unique, c'est une première et on est très heureux d'être avec vous ce soir pendant 1 heure en direct, vous l'avez compris, il est 20h et passé de quelques secondes, 1 heure pour revenir sur l'histoire d'Apple, sur les annonces qui sont faites en ce moment même à San Francisco et nous allons en parler bien évidemment avec nos invités et à mes côtés Jérôme Colombin. Bonsoir Jérôme. Bonsoir François, bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette soirée qui n'est pas ordinaire, effectivement. Ouais. Donc, ce partenariat entre la chaîne Techno 01net et le Figaro.tv. 1 heure de direct et les invités, ils sont là. Donc, Elsa Bambaron, journaliste au Figaro, spécialiste du secteur high-tech. Hein. Tout à fait. Donc, vous connaissez bien, vous avez déjà vécu plusieurs fois des keynotes Apple. Surtout l'aspect éco, hein, Elsa. C'est ça qui est intéressant, on en parlera tout à l'heure pour la stratégie d'Apple face aux géants Samsung, entre autres. Hein. Et puis Pierre Fontaine, bonjour Pierre. Bonsoir. Pierre qui est journaliste à 01net et qui est un vrai spécialiste d'Apple. Regardez, il est Apple jusqu'au bout des ongles. Voilà. Et on va... et on va revenir justement sur ces annonces parce que c'est vrai que donc, la keynote a commencé il y a 1 heure à peu près. Hein. Voilà, donc c'était... ça a démarré à 19h pile. Vous pouvez la suivre évidemment en chat live actuellement sur 01net.com. Et puis à partir de maintenant, eh bien, on va continuer bien sûr à suivre ces annonces de très près, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va essayer de faire le point sur l'histoire Apple qui continue de s'écrire avec une question, François, où va Apple ? Eh oui, est-ce qu'Apple va dans le mur ? Est-ce qu'Apple est en pas d'innovation ? Ça sera évidemment la question fil rouge de cette heure. Chose importante, c'est que comme nous sommes en direct, vous allez pouvoir interagir avec nous. Voilà. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes sur Twitter, vous pouvez nous laisser un message, nous écrire, réagir à ce qu'on raconte, vous êtes d'accord, pas d'accord, vous posez votre question, vous nous laissez votre réaction et vous rajoutez le hashtag Studio Techno, tout accroché. Et à partir de ce moment-là, on est connecté, on verra vos messages. Allez-y, lâchez-vous. Soyez raisonnable hein, quand même. Il y a aussi le live chat sur 01net.com, vous pouvez aussi nous laisser vos questions. Bon, alors, Pierre, on commence par toi. Quels sont les principaux enseignements de cette première heure de keynote qui est en train de se dérouler d'ailleurs, hein, on vous montrera quelques images tout à l'heure. Qu'est-ce qui est notoirement intéressant qu'il faut retenir de cette première heure ? Alors, contrairement à l'année dernière, où vous avez commencé un petit peu fort avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, Siri qui faisait des blagues, on mettait le show à l'américaine et tout ça. Là, on a commencé tout en douceur, assez traditionnellement, avec C'est pour réveiller les gens tranquillement, parce qu'il est quand même 9h plus tôt à San Francisco. Voilà, ouais, c'est 9h plus tôt, ou c'est pour faire un crescendo, pour éviter de se prendre les pieds dans le Maps, comme il l'avait fait la dernière fois, où vous avez sorti un iOS 6 qui avait été finalement assez décevant, enfin, du point de vue de plan en tout cas. Donc là, pour l'instant, on a eu assez peu de choses en termes de nouveautés. On est passé sur le nouveau macOS 10, qui s'appelle, ils ont tué le chat, hein, ils ne s'occupent plus des chats, maintenant c'est macOS 10 Mavericks, ce qui est un spot de surfeur en Californie. Et donc, pas mal aussi. Grosso modo, le message est là, macOS 10 maintenant, ça va surfer, ça va aller super vite. C'est Chrome OS à la puissance macOS, donc ça peut être prometteur. On nous a beaucoup parlé de Safari qui est optimisé, qui est encore plus rapide que Chrome, nous promettons, avec des fonctions comme Twitter qui sont intégrées dans le navigateur, donc on peut répondre directement depuis le navigateur, on peut suivre ses fils Twitter directement dans la petite barre de gauche comme quand on avait la liste de lecture par exemple. Donc voilà, il y a une optimisation aussi de l'OS pour consommer moins de puissance du processeur. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, grosso modo, derrière, on améliore l'autonomie. Par exemple, une fenêtre du Finder qui est non utilisée, ou même de Safari qui est non utilisée, va voir son accès au CPU ou au processeur coupé. Ce qui veut dire que... donc en fait, on va grappiller quelques minutes d'autonomie à la fin, sans changement matériel en fait. Voilà, sans forcément de gros changements, c'est plein de petites optimisations, comme on l'a vu, on l'avait d'ailleurs vu entre Leopard et Snow Leopard, Lion et Mountain Lion, à chaque fois il y a une petite optimisation en plus. Voilà. Donc ça, c'est la grosse orientation macOS 10, avec des améliorations aussi dans le Finder, qui maintenant va avoir un système d'onglets, donc on n'aura plus qu'une seule fenêtre avec des onglets. On pourra taguer les fichiers, dire si c'est important, si c'est un brouillon, etc. Un peu comme avant, on avait des pastilles de couleurs. Là, c'est une étape de plus. Donc, c'est des petits détails ergonomiques et
visuels qui apparaissent. Alors évidemment, il y a une bêta qui est d'ores et déjà disponible pour les développeurs, donc on va très bientôt en en savoir plus. Très bien. Alors que là, on est en train de regarder des images, il y a des appareils bizarres qui sont ça, présents. Ça, c'est le nouveau Mac Pro. C'est le nouveau Mac Pro. Ouais. Voilà, il y avait le MacBook Air qui a été annoncé le MacBook Air, alors moi, juste avant. J'essuie une larme très rapidement. J'attendais un MacBook Air avec écran Retina. Visiblement, ce n'est pas le cas. Ouais, moi, c'est tant pis pour eux. Voilà. C'est bizarre, ça. Pourquoi ne pas avoir intégré l'écran Retina sur le MacBook Air? D'autant plus que tous les fournisseurs, tous les sites qui sont connectés chez les fournisseurs en Asie disent la tendance des 13 pouces, 11 pouces va monter à la... Mais même sur la concurrence aujourd'hui, on prend la surface de Microsoft. Est-ce qu'il y a les capacités de production nécessaires totalement maintenant? Là, on touche à une vraie question, et qui est une question très intéressante, c'est est-ce que Apple a encore le poids pour exiger de servir en premier? Parce que jusqu'à présent, on l'a vu, d'ailleurs c'est la stratégie qu'a très bien mise en place Tim Cook, c'est j'achète une grosse partie du marché, vous m'obéissez, c'est moi le plus gros acheteur. Mais là, c'est plus... Et là, avec les écrans, c'est plus forcément le cas, c'est pas forcément le cas. Et les gros fabricants d'écrans n'ont pas forcément envie de suivre Apple. Bien sûr, quand on sait que l'un des principaux fabricants, c'est Samsung, qui est maintenant l'un des concurrents les plus acharnés d'Apple. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est cette stratégie, on reviendra sur tout ça. Je tenais simplement à vous rappeler que nous sommes en direct, sur 01net.com, sur le Figaro.fr, sur la chaîne techno aussi, .tv, n'hésitez pas à nous rejoindre, et sur Twitter, et sur Dailymotion aussi, où ce flux live est retransmis. Et puis en ce qui concerne donc l'interaction via Twitter avec le hashtag Studio Techno, et voilà, ça y est, on nous regarde de San Francisco, nous dit-on. J'espère qu'on ne regarde pas du Moscone Center, parce que là c'est vraiment... Quoique ça permet d'avoir une vision... On veut savoir ce qu'on dit pour scanner la keynote. C'est peut-être Tim Cook qui est en train de nous regarder, ça serait quand même assez rigolo. Bon voilà, MacBook Air, pas trop de... Alors oui, le nouveau Wi-Fi, Wi-Fi AC, qui est c'est la nouvelle norme en fait, qui est donnée pour être grosso modo 3 fois plus rapide que du 802.11n, donc la dernière génération de Wi-Fi qui était là jusqu'à présent, un processeur plus rapide, un processeur graphique 40% plus rapide si je me souviens bien. 40%. Ouais, 40%. Et j'adore toujours quand il y a des pourcentages. Voilà, avec des beaux tableaux qui font... Oh. Et des fois c'est 27%, on se dit, on va les calculer 27%. C'est quand ils arrondissent à la virgule. Et donc voilà, donc un MacBook Air avec un prix qui plafonne à $1 299 en 13 pouces de mémoire. Donc bon, donc ça fera 999 €. On voit qu'ils continuent à positionner leur MacBook Air grosso modo en ultra portable d'entrée de gamme. Il a remplacé le MacBook tout court. Et puis si vous voulez la machine qui envoie du grain derrière, passez au MacBook Pro. Quoi. Ouais. Et donc pas de Retina. Pas de Retina, ça c'est un peu embêtant. Non, là c'est la faute. On se rend compte que finalement les prix des MacBook Air n'évoluent pas d'année en année, sauf qu'ils sont toujours mieux dotés en matière de technologie. Voilà. Mais le prix ne bouge pas. Non, pas trop. Ça reste assez stable, voire ça baisse légèrement. Et toujours donc deux tailles de MacBook Air, 11 et 13 pouces. 11 pouces et 13 pouces, oui. Voilà. Alors finalement, on n'est pas encore vraiment entré dans le dur, parce que cette conférence, on l'attend surtout pour iOS 7. Voilà, pour l'instant, il garde entre guillemets le meilleur pour la fin. C'est vrai qu'il y a toujours, dans ces keynotes d'Apple, il y a toujours, on se gargarise de chiffres. Voilà, c'est toujours un petit peu les forces en puissance. Apple a donné le ton en fait sur toute l'industrie avec ces keynotes-là, et maintenant ça commence systématiquement, quelle que soit la marque, et généralement hors gros événements, par des chiffres. On joue les gros bras, alors ça donne 900 000 applications sur l'Apple Store, 50 milliards de téléchargements, 575 millions de comptes Apple. Enfin voilà, on montre, on est là, on a du service, on a des utilisateurs, et venez chez nous, on est les meilleurs. Il ne faut pas oublier que là, on s'adresse certes à monsieur et madame Michu, mais que c'est une conférence développeur aussi. Ils sont aussi là pour servir le premier public qui est dans la salle. Et donc, tous ces chiffres, ça permet de montrer aux développeurs à quel point ils sont importants. Est-ce qu'on peut s'attendre à des annonces matérielles intéressantes que tout le monde attend, genre iPhone, iPad, ces trucs-là, ou est-ce que on peut déjà, oublier ça? A priori... On peut parier, si vous voulez. On peut parier. Est-ce qu'il y aura un effet waouh à la fin de cette conférence? Ou est-ce qu'on va, est-ce qu'ils vont dérouler des nouveautés iOS 7 sans vouloir que le suspense, on peut avoir des bonnes surprises, mais Tim Cook a dit qu'il n'y aurait pas d'annonce majeure avant l'automne. Donc ça veut dire que ceux qui rêvent d'un nouvel iPhone qui rocks du poney, c'est pas la peine. Qui rocks du poney. Rocks du poney, tout à fait. Messieurs, donc un nouvel iPhone surpuissant, super beau, avec un écran de 4,2 pouces ou 4,8 pouces, que le disent certaines rumeurs. A priori, c'est pas pour tout de suite. Ils peuvent nous avoir gardé cette surprise, mais a priori, c'est pas le cas. Voilà. Donc là, on va avoir... Il pourrait y avoir des choses moins frappantes, moins marquantes. Donc là, on parle d'absence de nouveautés matérielles, mais il ne faut pas oublier qu'on parle à des développeurs et que iOS 7, mine de rien,
iOS, c'est arrivé, enfin avant c'était iPhone OS, mais grosso modo c'est 2007, et que l'interface elle n'a pas beaucoup bougé depuis 2007, que les fonctions principales n'ont pas beaucoup bougé, même s'il y a eu des améliorations, l'arrivée d'iCloud, etc. L'arrivée de l'App Store même, qui était un gros pas en avant, hein, il y a 5 ans, c'est un changement. Par ailleurs, on n'est pas... là, on a besoin de changement, on a besoin d'air. Voilà. Bon, alors les paris sont lancés. À votre avis, donc nouveaux produits high-tech innovants là ce soir ou pas? Moi, je pense pas. Jérôme? Moi, je parierais bien sur une petite mise à jour de l'iPhone. Une petite mise à jour. Ouais, un petit iPhone 5S. D'accord, un petit truc comme ça. Voilà. Il peut le faire. Il peut le faire. Ouais, Qui dit mieux, Elsa, Pierre? Moi, je reste sur du logiciel, du service. Peut-être des nouveautés dans le service. Là, on attend toujours iRadio, voilà. Tiens, justement, vous qui nous regardez en ce moment, puisque nous sommes en direct, dites-nous si justement vous imaginez un petit iPhone 5S, comme le disait Jérôme, ou peut-être un nouvel petit iPad. On va parler d'iTV, on n'en parle plus de l'ITV, vous avez vu, la fameuse télé Apple, bon voilà, on ne sait pas trop où ça va. Oui, on sait que c'est pour plus tard, hein, ça arrivera, effectivement. Il faut leur laisser le temps de la préparer. Donc si vous voulez nous laisser des messages... On parlait tout à l'heure de capacité de production pour l'ITV. Clairement, Apple n'est pas en haut de la liste pour se fournir chez les écrans. Le marché chinois explose en termes de télévision HD, donc forcément, on sert le marché chinois. Et eux arrivent derrière en disant, nous, on se lance, on va faire un truc, a priori 4K, on peut espérer en tout cas, vu qu'ils veulent faire de très bonne qualité. Ouais, donc, a priori, ils vont se mettre dans le canal de production, sauf si je me trompe, et ça sera plutôt fin d'année avec un peu de chance, début d'année. Très très onéreux, les écrans 4K coûtent très très cher. Hein. Mais Apple est capable de faire des produits chers. Mais 20 000 € la télé, ils ne risquent pas d'en vendre beaucoup, même si c'est Apple quand même. C'est assez étonnant, ces considérations qui, en règle générale, échappent complètement aux consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tendance des consommateurs est de se dire un petit peu, oui, Apple, il ne se passe rien, etc. Mais il y a ces réalités que vous rappelez aujourd'hui, qui sont des réalités économiques, de capacité de production, etc., et qui nous ramènent vraiment à des réalités très terre-à-terre. À la guerre entre Apple et Samsung, c'est que Apple a commencé par se fâcher avec son principal fournisseur, qui est aussi son principal concurrent, et à force de faire des procès à son principal fournisseur, parce que c'est aussi son principal concurrent, ça a fini par se voir dans la chaîne d'approvisionnement. Donc Apple a été obligé de revoir toute cette chaîne et aller chercher des approvisionnements ailleurs, et on a vu que par l'intermédiaire de Foxconn, alors c'est un petit peu un jeu de billard à 15 bandes, ils devaient essayer de se rapprocher de Sharp. Sharp, au capital duquel Samsung est rentré. Plus haut que Fox, donc on verrouille. Il y avait des possibilités chez LG, et LG a fait des annonces sur les displays en disant qu'il y avait un rapprochement LG Display, LG Electronics, et qu'ils allaient se servir eux d'abord. Donc en fait, là, j'aimerais pas être patron de la supply chain d'Apple, parce que je pense que c'est très compliqué. Même si c'est Apple. Voilà, parce que quand on s'appelle Apple, j'imagine qu'on doit. Oui, mais c'est le risque de. Ça a très bien marché pendant des années. Oui, mais c'est le risque d'un modèle sans usine. Juste, alors, on a quelques petits messages Twitter qui arrivent. Donc, hashtag Studio Techno. Julien nous dit, tiens, peut-être une petite iWatch. Vous y croyez ce soir, l'iWatch? Non. Bon, voilà. J'aimerais beaucoup. Ça, c'est typiquement la rumeur qui traîne depuis pas mal de temps. Alors, il y a eu des rumeurs sur l'iWatch qui disaient qu'en fait, c'était le nom de code pour l'ITV chez les fabricants de displays et les gens qui regardent ça. Si on commence à appeler l'iWatch l'ITV, on va plus s'en sortir, les amis. Déjà que ça commence à être un peu compliqué, là, s'il vous plaît. Vous assurez sauf les fringues. Merci, Emmanuel. C'est sympa, ça nous fait plaisir. J'aimerais bien savoir comment tu nous as envoyé ce tweet. Peut-être que tu es en pyjama et c'est pas joli. Donc, s'il te plaît, voilà. Ça, c'est pas le plus important. Et puis, il y a Didier Sens, donc du Figaro, qui est dans la salle au Moscone Center, qui suit la conférence et qui dit on s'endort un peu. Didier, il ne faut pas s'endormir. Didier, depuis qu'il est allé à la conférence BlackBerry, veut Ali Shakish sur scène, ou sinon il dort. Ah oui. Bon. Bah oui. Le niveau d'exigence augmente. Pendant que, alors voilà, les ingénieurs et on va dire les top management d'Apple déroulent des slides, on nous parle beaucoup d'iCloud, on nous parle d'iCloud, d'iWorks dans le cloud. Rentrons un petit peu dans le dur quand même, les amis, parce que depuis tout à l'heure, on voit que cette question tourne et vire. La dernière présentation d'Apple remonte à 8 mois, hein, c'était pour l'iPad. Si mes souvenirs sont bons, l'iPad mini et le refresh de l'iPad, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je comprends bien avec mes petits doigts, ça fait 8 mois. Depuis 8 mois, rien du tout. On se rend compte que Apple est en train de perdre de la vitesse, perdre du champ. On le voit, nous, en étant journalistes dans les nouvelles techno, on est quand même impressionné par le manque d'innovation chez Apple. Est-ce qu'il faut véritablement s'inquiéter
à votre avis? Et puis la question qui revient aussi... Et juste avant, tiens, ouais. regarde, je t'interromps, j'ai quelques messages qu'on a reçus sur Facebook avant de préparer cette émission. Par exemple, Julien qui nous dit « Pour moi, Apple n'innove plus du tout depuis l'iPhone 4 ». Chaos-san qui dit « Il reste le design, mais c'est pas assez face à une concurrence technologiquement très avancée. L'image de marque d'Apple commence à s'effriter. » Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle s'effrite, d'ailleurs on ne se poserait pas la question si elle ne s'effritait pas. C'est une réalité. Après, je pense que... Mais est-ce que... Parce que, mais bon, on est tout le temps... On arrive à un niveau d'exigence, excuse-moi, qui est complètement délirant avec Apple. C'est quand même une société qui, en 12 ans, a cassé 3 modèles économiques. Donc, cassé le modèle économique de la musique, le modèle économique de la téléphonie mobile, le modèle économique du PC. Avec la tablette. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils cassent encore comme modèle économique? 3 modèles économiques en 12 ans, c'est énorme. Mais c'est-à-dire que tous les 4 ans, il y a une innovation majeure. Non, mais Elsa, mais ça veut dire qu'on a une innovation majeure tous les 4 ans. C'est pas une innovation majeure tous les 6 mois. C'est-à-dire que nous, on est sur Internet et on a l'impression qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver tous les 3 Elsa, 4 juste mois. une chose. Sauf que le rythme, il est un tout petit peu différent. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, le gros business d'Apple, c'est quoi? C'est ça, c'est l'iPhone. D'accord? Oui, mais ils sont en train de switcher. Oui, mais aujourd'hui, on se rend compte que l'iPhone n'évolue plus. C'est-à-dire que depuis le 4, on a eu le 5, on a gagné quelques millimètres sur un écran, pas eu d'innovation technologique. Et pendant ce temps-là, vous avez les Samsung, vous avez les HTC, vous avez les Sony Ericsson, qui font des téléphones avec des écrans plus grands, plus puissants, qui innovent avec Android. Android qui est en train de véritablement s'imposer comme un OS majeur. Alors après, ça n'empêche pas que Apple conservera ses fans, qui préféreront iOS à Android, qui préféreront macOS à Windows, etc. Je parle sous le haut contrôle de notre petit camarade, mais je dirais que Apple, son problème, c'est qu'il est à la fois trop gros et peut-être pas assez gros. Trop gros au sens où, déjà, on ne lui pardonne rien, il est contraint d'innover, et il est obligé, effectivement, s'il ne sort pas une révolution, entre guillemets, tous les 4 ans, on lui tire dans le dos. Et pas assez gros parce qu'effectivement, face à lui, il a des monstres énormes comme Samsung, parce que Samsung, c'est la salle de bain au téléphone, et que du coup, il faut suivre, quoi. Et en fait, on se retrouve dans une situation où Apple doit innover tout en innover sur le long terme, tout en maintenant un petit peu le buzz sur le court terme. Et là, on dit que l'iPhone, il n'y a pas d'évolution. C'est un peu mentir parce que iCloud est arrivé, ça c'est quand même, mine de rien, c'est le seul qui fasse l'intégration avec le cloud aussi bien, même si, à mon sens, il y a encore beaucoup à faire, parce que c'est pas intuitif. C'est hors de prix en plus, iCloud. Enfin, 5 gigas gratuits, après oui, si on veut plus de 5, oui voilà. Non mais ça marche. Il y a une intégration qui est pas mal. Ça marche pas? Ça marche bien et c'est simple d'utilisation, même ma maman a compris. Donc. Et donc il y a ça, Siri, c'est l'iPhone 4S, c'est quand même une innovation. Alors certes, certes, ils sont un peu pris les pieds dans le tapis dans la version, avec la version française qui est un peu moins bien. Mais bon, c'est toujours quelque chose qui évolue. Typiquement, Maps, Siri, il faudrait que ça évolue. C'est là la question de trop gros, trop petit. Ils sont suffisamment gros pour se dire il faut que je me différencie de la concurrence, qui en l'occurrence avec Maps et Google. Donc en gros, je voudrais faire du tour par tour avec votre cartographie. Maintenant, ça, on réserve ça à Android. Ah, il faut que je change mon fusil d'épaule, que je développe ma propre technologie. Et du coup, ça crée un changement qui a été un gros bid. Il y a eu des têtes qui sont tombées chez Apple pour ça. Mais mine de rien, c'est des choses... En combien de temps Google a développé son Maps? Il l'a fait comme ça en 1 an? Non, ça a pris 8-9 ans. C'est des développements sur le très long terme. Siri, Maps et le cloud, c'est des développements sur le très long terme. C'est de l'innovation, mais lente. Oui, Pierre a raison, Pierre a raison, ils sont entre 2 tailles. Ils sont entre la taille pendant des années, Apple a été un acteur en marge du marché. C'était sur des marchés de niche, avec l'iPhone qui était très cher. Les Mac qui ont toujours été un petit peu décalés. Quand ils avaient 10% de part de marché, on faisait tourner les serviettes. Et là, avec l'iPhone, pouf, c'est devenu numéro 1 du marché des smartphones, avant de se faire détrôner par Samsung. Ensuite, avec l'iPad, ils ont eu jusqu'à 70% de part de marché, voire 90% sur certains marchés. Mais ça veut dire quoi? C'est que c'était un accident? Non, mais ça veut dire que c'est pas dans leur, c'est pas dans leur structure, c'est parce qu'ils ont initié ces marchés. Et petit à petit, ça redescend et ça revient à un retour à la normale. Et en même temps, le tout sur fond d'angoisse pathogène, je dirais, chez Apple, qui dit ouais, mais alors est-ce qu'il se passera plus jamais quelque chose d'intéressant parce qu'il n'y a plus Steve Jobs? Donc, mais ça c'est la question. Le débat est lancé. Exactement. le gros mot est lâché. Parce que c'est une boîte en plus qui est géniale au point de vue études, c'est qu'on peut faire une étude marketing, on fait Apple jusqu'à ce que Steve Jobs soit viré en 80, je sais plus 5. Après ça les ventes descendent et ensuite il revient en 97, pouf ça repart. Donc en gros on a le scénario. Alors est-ce que ça veut dire que ce scénario va se reproduire et
au détail près, c'est qu'il ne reviendra pas. Est-ce qu'il y a suffisamment dans les cartons en héritage pour relancer la machine mais la vraie question, c'est est-ce qu'ils ont les équipes nécessaires et qui vont bien pour continuer malgré tout. Transférer l'ADN comme il le disait lui-même. Hein, voilà. Il y a du iOS dans votre dos. Ouais. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se faire piquer tous les petits génies d'Apple par les concurrents Google, Facebook, qui ne sont pas tous en train de se sauver? Il y a quelque chose qui est quand même super intéressant. D'ailleurs, on dit... Et là, 600 millions. Ouais. On dit que depuis la mort de Steve Jobs, enfin son départ et sa mort ensuite, Apple n'est plus Apple. Alors déjà, la première chose, effectivement, normalement, il a validé grosso modo des roadmaps sur 4 à 5 ans pour certains produits. Donc déjà, on peut dire qu'il est encore un peu présent. Et ensuite, il a mis au point ce qu'ils appellent les Apple Campus, ou l'Apple University même, où il y a des formations de management, des formations à la... Pour inculquer la culture Apple, l'innovation, c'est ça. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a tout des dizaines, en tout cas de nombreux échelons de structuration d'Apple qui ont été formés, on va dire, un peu aux pensées différentes, si on veut schématiser. Et ce qui fait que... le génie, la vision de Steve Jobs qui voyait un produit, disait ça, je le veux et ça sera comme ça. C'est peut-être plus là, mais mine de rien, on a quand même à la tête, avec la réorganisation qu'a dirigé Tim Cook en octobre dernier, fin octobre. Quand Scott Forstall, le papa d'iOS, est parti, il a organisé tout ça. Il a mis Craig Federighi, Eddie Q, Bob Mansfield qui devait partir, qui est revenu dans une sorte de labo, c'est un peu le X-Lab, Google a son X-Lab, qui fait des trucs un petit peu fous. Lui, il va faire peut-être plus du terre-à-terre, de l'optimisation d'ordinateur, de l'ordinateur repensé. Je pense que le nouveau Mac Pro est un peu sorti de là aussi. Donc il y a quand même des vrais génies qui sont chez Apple. Bien sûr, et donc, il y a des ressources formidables. Dire que l'innovation... chez Apple n'existe plus parce que Steve Jobs n'est plus là, c'est un peu outrancier. Effectivement, c'est surtout... Mais il y avait aussi un affect envers Steve Jobs. Mais voilà, je dirais que c'est surtout, on ne se posait pas la question parce que il avait une aura. Ouais. Il était là, le Messie était là, c'était bon. Et à partir du moment où on n'est plus là, on commence à douter. Ah, mais est-ce qu'ils sont encore capables d'innover ? Effectivement, ils ont sorti des produits avec des évolutions pas à pas, comme ils l'ont fait toujours. C'est toujours l'itération. Genre, je vous sors un iPhone qui est super, mais il n'y a pas la 3G. Le modèle d'après, je vous sors la 3G. Le modèle d'après, je rajoute. Voilà. Et chaque fois, ils vont par petits pas. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que l'innovation, effectivement, est décevante. Mais effectivement, maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils ne vont pas devoir taper un grand coup sur la table ? Non pas pour redominer le marché, mais pour redorer leur blason et redonner confiance. Je vous rappelle que vous êtes en direct avec nous. Merci, à la fois sur Dailymotion, sur 01net.com et puis sur lefigaro.fr. Vous pouvez retrouver ce flux vidéo en direct. On débat ensemble sur les nouveautés Apple. Là, on vient de voir, la nouvelle présentation, la nouvelle interface d'iOS 7 vient d'être présentée. Effectivement, des aplats de couleurs assez jolis. C'est ce qu'on avait prévu, en fait, c'est ce qui Oui, c'est exactement ce qui circulait ces derniers temps. Il y a des personnes qui avaient vu des previews, qui avaient fait redessiner les logos. C'est tout à fait ça. C'est des aplats assez colorés, c'est joli. Donc pour l'instant, Alors ça, il faut en parler un peu. Donc ce serait la fin de ce qu'on appelle, c'est un mot savant. Attention, 10 points. Le skeuomorphisme. Bravo, 10 points. Je l'ai bien entendu. Voilà. Ouais, très donc bien. là, on parle de l'interface iOS. Voilà, alors donc, qu'est-ce que c'est que le skeuomorphisme ? Le skeuomorphisme, c'est un nom impossible à prononcer. En fait, il y avait deux tenants du skeuomorphisme chez Apple, Steve Jobs et Scott Forstall. Alors attends, on va dire ce que c'est, le skeuomorphisme. Je vais le dire. En fait, l'objectif... Dans un quart d'heure, vous le saurez. L'objectif du skeuomorphisme, c'est en fait faire des icônes qui sont proches de la réalité de l'objet. Par exemple, l'appareil photo... tout un environnement, voilà. Le design des applications. L'appareil photo, son application, ça ressemble à un appareil photo. Le navigateur, ça ressemble à une petite boussole. Voilà. Et Jonathan Ive, qui était le directeur du design, et maintenant qui est le directeur du design et des interfaces humaines, lui trouvait ça pas terrible parce qu'il aime bien les choses super simples, très à plat, très zen, etc. Et donc, vu que les deux tenants du skeuomorphisme sont partis, et bien voilà, donc du coup, hop, changement, iOS 7, nouvelle tête, rafraîchie, un peu plus jeune, voilà. Et quelle était la position de Jobs là-dessus ? Le Jobs était pro-skeuomorphisme. Oui, mais alors c'est ça qui n'a pas écouté en fait. Mais c'est ça qu'on n'arrive pas bien à comprendre parce que ils étaient quand même très proches, Jobs et Jonathan Ive.
Mais il y avait quand même ce hiatus alors, entre les deux. Forstall était un peu le protégé de Steve Jobs, même s'il avait dit, alors je ne me souviens plus dans quel livre, si c'est dans sa bio ou dans d'autres bouquins, il a dit ne le laissez pas monter seul sur scène, parce qu'il avait les dents qui rayaient le parquet, et donc il fallait faire attention à ce petit gars. Mais par ailleurs, il reconnaissait sa valeur et ses capacités, et il lui avait laissé les clés du camion, et on a vu ce que macOS, iPhone OS, iOS a donné. Donc il n'avait pas eu tort sur ce coup-là. Ouais. Donc effectivement, c'était deux écoles, avec Steve Jobs qui penchait d'un côté, et puis à partir du moment où il n'y avait plus ce poids, il y a eu une évolution. Et si vous nous disiez, vous, ce que vous préférez, si vous êtes plutôt skeomorphiste ou anti-skeomorphisme Si vous avez 3 quarts d'heure, vous pouvez nous l'écrire. Est-ce que vous aimez les applis, les icônes et le design réaliste, ou au contraire, est-ce qu'on va aller vers des choses je pense que c'est assez difficile. Plus à la Windows Phone finalement? Alors c'est pas tout à... c'est joli, c'est pas des tuiles, hein. On maintient des icônes, c'est juste, là, de ce que je vois en tout cas, hein, c'est beaucoup plus épuré, beaucoup plus... Ça reste quand même un appareil photo. Moi, je vois mais là c'est un logo d'appareil photo. En fait, on tend vers la logoisation. Et effectivement, les interfaces sont plus dépouillées. Là, on voit une interface de calendrier. C'est beaucoup plus dépouillé. J'allais faire un calembour après la lobotomisation, la logotisation. Elle est très bonne, Jérôme. Ouais. On lui met un 10. Voilà, oui, sur combien? Sur 30. c'est ça. Je t'en prie, Pierre. Donc, là, par exemple, il y a une interface qu'on voit de calendrier, d'iCal, de calendar, qui est transparente. On voit un petit peu flouté les icônes qui sont derrière. C'est beaucoup plus dépouillé. Les informations sont un peu plus grosses. Alors, il va falloir voir ce que ça donne à l'usage au quotidien, parce qu'on a, mine de rien, on a vu on a pris les habitudes depuis 2007 avec nos petits logos, nos petits trucs comme ça, donc on va voir ce que ça donne. Mais ça peut être assez joli, ouais. Il faut vraiment voir. Alors, est-ce que alors pendant que il y a du 7, il y a du 7 qui arrive, est-ce que on va avoir de petites retouches? Parce qu'on sait que Apple a complètement révolutionné l'ergonomie des smartphones avec iOS. Est-ce que là, on peut s'attendre à simplement des retouches visuelles ou de modifications profondes d'ergonomie du système? Pierre, Elsa? Ça dépend ce qu'on appelle modification profonde d'ergonomie. Je ne sais pas, est-ce que... c'est que ce ne sont que les icônes qui vont changer, ou est-ce qu'on peut imaginer autre chose, des gestes au lieu des défilés, je dirais, horizontaux, on a un défilé vertical, peut-être des entrées différentes dans l'OS. Est-ce que ça va devenir aussi compliqué qu'Android? Non, c'est une blague. Chers amis qui avaient un smartphone Android, merci d'être là. On peut troller un peu ce soir. Oui, trop long. Trop long, joyeusement. Oui, tous les deux, vous avez l'air complètement... non, moi je pense que ta question... Ouais. Oui, pour ça... Je peux la remettre dans la poche et en poser une autre, si vous voulez. J'en ai plein comme ça. Pour changer ça complètement, là pour le coup, je pense qu'il faut... Non, pour changer complètement la façon d'interagir avec avec l'iPhone, il faut clairement changer le terminal là aussi, pour commencer à faire bouger sans toucher l'écran, un peu comme on a sur le S4. Je pense que là, sur ce niveau de... Je ne sais pas si c'est de ce niveau d'interaction dont tu parles, mais là, il faut carrément changer le téléphone. Donc, comme... Je pense qu'on n'y est pas, ça va pas encore être ça. On va quand même rester dans l'univers Apple, qui est une marque de fabrique qui ne peuvent pas trop se permettre, parce qu'ils sont déjà dans la téléphonie, la tendance comme est inversée, ils commencent à perdre des procès face. C'est pareil. Ouais. Slide to unlock, du bas vers le haut, il y a un petit air d'Android là pour le coup. Oui, donc il ne faut pas non plus qu'ils perdent leur identité, parce qu'ils se font déjà accusés par Samsung de copier, et si maintenant on les accuse de copier Android, ils vont plus s'en sortir. Là, on voit très bonne nouvelle, l'apparition de ce qui ressemble un petit peu à des widgets, ou en tout cas des contrôles raccourcis en fait, on n'aura peut-être plus vraiment de raison de jailbreaker son iPhone. Voilà, et donc vous avez les images en direct pendant qu'on parle, grâce à la régie du... C'est bien parce qu'on peut les commenter. C'est étonnant parce que tout à l'heure, j'ai vu une image, ça ressemblait énormément quand même à l'interface Android. Enfin, je trouvais qu'il y avait des similitudes. Oui, l'icône météo qui est en train de changer. On va vers cet aspect plus plat. C'est quand même assez plus plat étonnant. Et coloré, après, reste à savoir sur quel iPhone ça va fonctionner tout ça. Si mon petit iPhone 4 va être compatible. Ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps la mort du premier iPhone, enfin la mort de la compatibilité du premier iPhone. Ouais. C'est-à-dire que... on peut le mettre à la poubelle. Désolé, ça fait un très bel objet collection. Objet qui figurera dans les musées. Voilà, arme de jet ou cale-papier. Mais effectivement... là, il va peut-être y avoir un saut. Peut-être qu'on peut aussi se dire que là, on va avoir une bêta qui va être sortie.
A priori, comme d'habitude, le premier téléphone qui va en profiter, ça sera le 5S ou le 6, on ne sait pas. Tiens, juste, je te coupe parce qu'ils sont en train de copier l'interface de la météo des HTC qui bougeait en fait. Non, mais il y a aussi pas mal d'apps qui permettent d'avoir ça. Ah oui, il y a une espèce de on a l'impression aussi d'avoir une 3D. C'est assez étonnant. Oui. Ah tiens, ça c'est innovant quand même. C'est-à-dire que quand on bouge le téléphone, on voit en surimpression les icônes. Et on a cette impression il y a une profondeur dans l'écran. Voilà, là on rentre dans le dur. Je pense que là, ils doivent commencer à se réveiller du côté de San Francisco, au Moscone Center. Je pense que Didier Sans, s'il nous entend, ou s'il nous écoute, ou si il nous suit, je pense qu'il doit commencer à se réveiller. Donc ça bouge du côté d'iOS, on le voit, avec une nouvelle interface. Vous la découvrez en même temps que nous. C'est plutôt joli, c'est très coloré, j'ai l'impression. Très coloré. Et donc là, on voit effectivement un petit peu très bien le multitâche avec des previews. On aura remarqué légère inspiration d'Android, le swipe pour effacer, pour tuer l'application. Ou de BlackBerry 10. Ou BlackBerry 10. Ça va nous perturber tout ça. Là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une modification profonde. Ce n'est pas simplement qu'un ravalement de façade. Les gestes on change d'appart, quoi. On change tout à l'intérieur. Alors, on refait la déco, la cuisine est dans le salon. Et ben voilà. Mais en soi, et là, on voit tout en haut. En même temps, leur reprocher d'innover et de ne pas innover en même temps. Non, c'est très bien, mais c'est pas un reproche. C'est pas un reproche, c'était simplement une constatation. C'est très bien, il faut que iOS évolue. Tiens, Johnny Ive qui est en train d'expliquer la philosophie. Après, la question qu'on peut se poser, Pierre, est-ce que ce nouvel iOS, qui va donc sans doute être déployé là dans les semaines et les mois qui viennent, va être compatible avec nos iPhones. Est-ce qu'on pourra mettre à jour notre iPhone 3GS, notre iPhone 4 ? Ça, je pense qu'on le saura. On va le savoir assez vite, non ? On devrait le savoir. On devrait le savoir lors de cette keynote. Ils annoncent assez rapidement la compatibilité, enfin la rétrocompatibilité. Bon, tout le monde se lève. Moi, j'adore ces moments-là aussi pendant les keynotes. Dès qu'il y a un petit truc nouveau, il y a tous les premiers rangs qui se lèvent. Au prix de l'entrée. Ce que j'allais dire, ils ont quand même payé cher pour y être, donc un peu d'enthousiasme. C'est quand même les passionnés qui sont là. C'est les passionnés, puis les gens qui en vivent, qui ont intérêt à ce que l'écosystème se renouvelle. Ils sont milliardaires grâce à Apple. Non, mais justement, voilà, c'est incroyable quand on voit que... Les premiers rangs, c'est souvent des gens d'Apple, qui font la claque aussi. Mais c'est vrai que, juste, vous avez raison de le signaler, Apple a complètement bouleverser les business models de toutes ces boîtes de développeurs qui sont devenus pour certaines milliardaires en quelques mois. On peut en citer quelques-unes. Au moins millionnaires, oui. Il y a des WhatsApp, millionnaires, des WhatsApp, des Rovio, des boîtes qui ont fait des Même jeux, si effectivement l'explosion du nombre d'applications, 900 000, surnager devient difficile. On le voit notamment dans le milieu du jeu qui représente grosso modo 25% des applications. Pour certains éditeurs, pour certains développeurs, c'est la seule solution, c'est de se tourner vers des éditeurs genre Electronic Arts et les autres pour avoir une force de frappe pour sortir du lot. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un problème. Même si, effectivement, c'est un business model qui marche super bien. Et quand ils annoncent gaillardement, je ne me souviens plus de... 10 milliards. Non, c'était 575 millions. Oui. Voilà. Le nombre de comptes iTunes achetables en un clic avec une carte bleue, ça, en gros, c'est notre trésor de guerre, faites aussi bien, les gars. C'est ça, c'est un message clair. Et 10 milliards de dollars reversés aux développeurs, dont 5 milliards l'année dernière. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une grosse accélération de la consommation. Mais ça, c'est aussi important. C'est que Apple, ils n'ont peut-être plus que 20% de part de marché sur le marché des smartphones. Non, des OS. Mais ils font quand même... J'aime bien avec Elsa, on revient sur les choses. Mais moi, je reviens sur... C'est l'écho, hein. Si on peut remettre la vidéo. J'adore cette interface 3D relief qui est impressionnante. Tu n'es pas le seul, parce que sur Twitter, il y a des réactions. C'est le truc de ouf, iOS 7 me fait rêver. Ça plaît. Vous continuez à nous laisser vos petits messages par biais de Twitter, le hashtag Studio Techno. Et puis merci si vous venez de nous rejoindre en direct, à la fois sur le Figaro TV, le Figaro.fr, 01net.com et sur Dailymotion. Nous sommes jusqu'à 21h en train de vous faire vivre, et sur la chaîne techno.tv bien sûr, jusqu'à 21h. Les chiffres ou pas du tout ? On vous fait vivre cette keynote avec Elsa Bamberon qui est là du Figaro et puis Pierre Fontaine de 01net. C'était super intéressant. Non mais j'avais l'impression que tu étais... C'était super intéressant. Non mais j'avais l'impression que tu étais t'avais un flottement là, tu savais plus si c'était des milliards, des millions, je sais plus trop. Non, je confonds pas les milliards et les millions. D'accord.
D'accord. Elsa, on t'écoute. Des millions, Je 20%. te disais qu'avec 20% de part de marché, ils font 75% du chiffre d'affaires généré par les apps. Donc, c'est-à-dire, ce qu'on sait, qu'Android est loin c'est derrière. que les gens qui ont des téléphones Android n'achètent pas, ne payent pas pour des applications ou très très peu, c'est très très marginal. C'est-à-dire que les applications qui rapportent, elles sont chez Apple. Chez Apple, ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est la C'est-à-dire démo que qui le vient modèle de économique faire. sur Android, c'est plus la pub. C'est-à-dire Voilà. qu'on prend le cas d'Angry Birds qui était sorti en payant sur iPhone et qui était sorti même pas en payant sur Android, directement sponsorisé par la pub. Le modèle économique sur Android, c'est aussi beaucoup de piratage. Voilà, c'est ça. C'est- Ça, non, mais le c'est gros un vrai problème, problème. Et bien quand sûr. il y a des- Mais il suffit de décocher une case dans Android pour pouvoir télécharger n'importe je sais quoi. pas, je crois que c'était Dead Trigger, un jeu splendide qui est passé ça coûtait 99 centimes, donc pas une ruine, qui est devenu gratuit au bout de quelques temps, ce qui était tellement piraté, qui s'est dit bien ok, sûr. je vais le faire avec du free-to-play, on achètera des packs dedans, etc. Mais ça sert à rien que je le mette payant parce que tout le monde le pirate. Et donc c'est un vrai problème pour Android, au-delà de l'homogénéité du système, tout ça. C'est un vrai problème. Il y a une question là, est-ce que le jailbreak sera toujours possible avec iOS 7? On prend Pendant pas les tellement- 3 premiers pardon. jours, c'est C'est ça une question de temps, comme on prend pas toujours. tellement de risques en disant oui un jour, c'est toujours Oui. une course du chat et de la souris. Hein. Il suffit de trouver quelqu'un qui est suffisamment doué pour le faire. Et puis le patch d'après, hop, Apple va rectifier le tir. Et Classique. le patch d'après, hop, ça va. Donc ça c'est. Un mot sur l'interface météo dont on évoquait tout à l'heure. Vous voyez, par exemple, là, Thunder. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est sur la Orage. météo, non? Ouais. Il me semble. Mais c'est en joli, même c'est temps, vrai que c'est il- très joli. Ouais, il ouais. pleut. C'est hein, très il joli, pleut mais ça me beaucoup fait en ce penser à moment, l'interface donc, météo d'HTC. Je crois pour que ceux que c'était ça la plus intéresse, chère, il neige au pôle Nord, qui par avait, exemple. qui avait ça. C'est vrai que c'est très très beau. Hein. Mais bon, ça, à mon avis, ça va demander des ressources processeurs assez puissantes, tout ça, parce qu'il y a des animations. Alors, bon, ok, on voulait du changement, on voulait un choc, entre guillemets, on l'a. Le changement, c'est maintenant ? Voilà, le changement, c'est maintenant, là, visiblement. Mhm. Est-ce que c'est réellement... quelles peuvent être les conséquences? Est-ce que le design est stratégique à ce point? Qu'est-ce que ça va changer, finalement, pour Apple? Le design, c'est la stratégie d'Apple. Enfin, depuis les débuts Le fer de d'Apple, lance, ouais. tout est axé ou presque sur le design. Enfin, c'est Moi, je Steve dirais, Jobs, je c'est dirais le faire couple des... design ergonomie. L'ordinateur était moche avant Apple, faut pas avoir peur de le dire, mais jusqu'au détail de l'emballage. Je veux dire, avant, quand on achetait un ordinateur, on avait ou un téléphone, vous aviez une espèce de boîte en carton brinque-ballante. Quand Apple est arrivé avec les iPhones, c'était tout joli, bien emballé, un petit peu comme quand on achète un Il parfum. y a même des équipes dédiées. Tout mignon. Des équipes dédiées chez Apple qui font juste Donc l'emballage, qui travaillent sur le l'emballage. souci du Juste design, le packaging. même les prises sont designées. Donc oui, le design, c'est important chez Apple, que ça soit des icônes ou du produit ou de tout. Donc, il quoi. était essentiel, effectivement, ce qu'on disait au début, de moderniser cette iOS. Oui, pour pas avoir l'air d'être à la traîne par rapport à... Ne serait-ce que parce que, excuse-moi, mais tous les petits camarades, à part effectivement Windows Phone 8 et BlackBerry d'une certaine manière, c'est une copie pas conforme, mais au départ, Android, c'était quand même très très ressemblant, avant qu'ils rajoutent les widgets, etc. Les icônes, disposition des icônes, c'était très ressemblant avec ce que faisait l'iPhone OS et iOS. Et finalement, On est quand même rentré dans maintenant une période où forcément tout le monde copie tout le monde. Hein. C'est évident quand quelqu'un ouvre une voie, les gens suivent, et puis après ça se cale. C'est une voie qui marche, quoi. Oui, voilà. Juste, je suis sur le chat live en fait de 01net. On a pas mal de messages. Notamment, la salle s'est levée pour applaudir la présentation d'iOS 7. Ça n'était pas arrivé depuis le départ de Steve Jobs. Ça veut dire que, malgré tout, ça a été très bien ressenti. Alors, évidemment, il y a que des supporters d'Apple là-dedans. Mais ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient plus levés pour applaudir. Je pense que tout le monde a... Voilà, Steve Wozniak, on a vu apparaître le fondateur d'Apple qui est passé, qui est là. A priori, ça a l'air d'être bien accueilli. En tout cas, la présentation de ce nouvel iOS. Ça doit rassurer quand même le staff d'Apple. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est arrivé à un point où on se demande si Apple est encore capable d'innover. Donc, tout signal de changement, on va dire, est plutôt bienvenu. Et là, c'est un changement avec la manière, joliment amené. Avec à la fois un design, un esthétisme revu, je et trouve puis le une design ergonomie est épuré un peu encore. Mais c'est vrai, c'est épuré la petit tendance, pois c'est- d'ailleurs. Mais c'est la tendance de John Ive qui a toujours aimé les designs Jonathan épurés Ive. et on retrouve Puis ça. c'est aussi la tendance du moment dans tout l'univers design. On va Regardez les vers des mails, choses de plus en l'interface plus mail légères. là, est très épurée aussi. Oui, c'est un peu le mot Ce qui est d'ordre. très intéressant, c'est On que est fort. Apple, on a toujours l'impression qu'ils sont un petit peu
enfermés sur eux-mêmes, qui ne regardent pas trop ce qui se fait. Et il y a beaucoup des nouveautés qu'on a vues en termes d'ergonomie, d'interface, qui font penser à des applications qu'on a vues ces derniers mois, dernières années. Là, l'application Mail, c'est Mailbox, qui est lancée, l'application qui a eu tellement de succès qu'il fallait s'inscrire, et puis on avait un compte à rebours sur son application avant de pouvoir y accéder. Il y a vraiment des... On voit qu'ils ont su attraper des tendances et des choses qui marchaient. Moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est une des caractéristiques d'Apple pour moi. C'est qu'ils ont des capteurs, ils attrapent les tendances et ils les intègrent. Non, mais justement, c'est ce que je dis. On a tendance à penser qu'ils sont autistes, alors qu'en fait, ils s'inspirent. Apple, qu'on regarde, n'a pas inventé grand-chose. Enfin, ils n'ont pas inventé la tablette, ça existait avant eux. Le smartphone, ça existait avant eux. Ils l'ont juste fait mieux et plus utilisable que les autres. Accessible à tout le monde. Oui, mais c'est juste des capteurs, sentir le marché, quand ça va, quand ça bouge, où il faut aller, dans quelle direction. Je pense qu'ils ont des gens au marketing qui sont à la veille, qui sont complètement au courant de tout ce qui se passe et qui prennent le meilleur du marché et qui apportent aussi de l'innovation. Mais c'est vraiment mais en même temps, tu vois, oui, non, mais je ne dis pas qu'ils prennent tout, je dis qu'ils sont capables de s'inscrire dans la tendance et d'aller même éventuellement l'améliorer, mais que c'est des gens qui sont vraiment à l'écoute de ce qui va se faire et qui ont des équipes conséquentes pour avoir cette approche-là. Moi, pas systématiquement sur l'approche matérielle, par exemple. Pas systématiquement. On l'a vu avec l'USB 3, par exemple. L'USB 3, nous, ça ne nous intéresse pas. Finalement, on va mettre de l'USB 3, c'est bien. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Même Apple se trompe. Non, c'est pas qu'ils ils se sont trompés. Ils ont misé sur Thunderbolt, qui est une technologie qui est plus rapide et qui en fait était le petit frère du FireWire. Donc voilà, pour l'interface, il y a des choses, la zone de notification, on l'a attendu combien de temps? Elle était chez Android, on était tous là, oh, c'est génial ton truc. Ouais, bah tiens, dans l'iPhone, dans l'iPhone c'est fluide, c'est beau, c'est rapide, mais j'ai pas ça. Et donc il y a, ce que j'entends par là, c'est que parfois il y a vraiment cette impression de se dire, mais là ça il faut le mettre, c'est évident. Et c'est pas systématique. Bon, on a, le design de l'iOS 7 me fait penser aux années 70, très acidulé. C'est vrai qu'il y a un côté un peu flower power. C'est un hommage à Steve Jobs. San Francisco, c'est un peu normal. N'hésitez pas toujours à nous laisser vos petits messages, vos questions, vos réactions sur le hashtag Studio Techno sur Twitter. Je rappelle qu'on est là jusqu'à 21h et peut-être un petit peu plus tard. Moi, j'ai une petite question pour nos auditeurs, Twittos, etc. Est-ce qu'ils pensent qu'il y aura un One More Thing? Ou est-ce que le One More Thing est quelque chose qui est lié à Steve Jobs? Alors, à votre avis, le One More Thing, est-ce qu'il va revenir? Je sais pas trop. On n'a pas eu on n'a pas eu ce One More Thing où ah là c'est fini, merci. Ah non, j'ai oublié. Mais est-ce que c'est Ils nous ont fait le coup en différé avec septembre, octobre sur iPhone et iPad. Est-ce que ce serait pas ringard de faire ça? Mais voilà, c'est pas ça. Ma question, c'est est-ce que c'est une marque déposée Steve Jobs et le refaire? Parce que mine de rien, on voit bien là, on voit Craig Federighi, c'est pas... S'il y avait Steve Jobs, enfin si Steve Jobs était encore là, ils sont en train de faire des claquettes et de prendre toute la lumière. Là, c'est Tim Cook. Tim Cook qui arrive et fait « Regardez, moi j'ai des chiffres, oh super, oh beau chiffre, bravo, oh un Apple Store, oh génial. Maintenant, je vais laisser mon équipe parce que c'est eux. Moi, je suis là, je les coach, je suis super content de faire partie. » Enfin, la première keynote, à la fin, il avait les yeux limite, on pensait qu'il allait pleurer tellement il était content d'être dans l'équipe. On l'a pris habituellement, ballon prisonnier, on ne me prend pas, et là on m'a pris, c'est cool. Et c'est un autre management. Donc effectivement, ma question c'est, est-ce que le One More Thing, c'est... Faire un One More Thing, ça serait presque faire une machine arrière sur ce changement de management, ce changement d'image que veut véhiculer Tim Cook. Mais je pense que c'est psychanalytique ton analyse, mais oui. Mais quand on lit la bio de Steve Jobs qui est sortie juste après sa mort, Steve Jobs a dit à Tim Cook, pour que tu diriges bien cette boîte, surtout fais en sorte que je n'existe plus. Ne me demande jamais ce que j'aurais fait. Voilà, ne me demande jamais ce que j'aurais fait. Et peut-être que là, c'est l'un des meilleurs exemples. Je ne sais pas s'il y a du Steve Jobs dans cette interface. Je ne pense pas. Parce que bon, une interface comme ça, combien de temps il faut pour la développer? Peut-être pas plusieurs années, enfin je ne sais pas, mais c'est... Je pense que ça peut être repensé assez rapidement. Voilà, c'est ça. Et puis bon, on sent quand même la patte de John Ive qui a été quand même mis sur ce boulot il y a que quelques mois. Donc c'est quand même assez rapide. Tiens, il y a un petit message qui dit, voilà, c'est bien beau cette interface, mais est-ce que ça va pas consommer trop de batterie? Ça, c'est toujours le même problème. Les effets d'apparition-disparition là en 3D, on se demande est-ce que l'iPhone actuel peut faire ce genre de choses en termes de puissance processeur et de batterie aussi par votre tout dépendra de l'optimisation du code. On peut espérer que ça sera chiadé et qu'ils auront fait un bon travail derrière et que effectivement. Pierre, ça veut dire que là, ce qu'on voit là ce soir, on ne peut pas le télécharger sur notre iPhone, on ne peut pas le faire fonctionner. A priori, les développeurs auront accès à la bêta ce soir ou demain, ou plus tard.
Donc je m'empresse de la télécharger pour voir ce que ça donne. Mais effectivement, le grand public l'aura très vraisemblablement à l'automne. Avec le nouvel iPhone, comme ça a été fait avec iOS 6, comme ça a été... Voilà. Alors, j'adore ce flat design, nous dit Terou. Tomex nous dit qu'il ne croit pas au One More Thing. Et puis Georges, lui, dit qu'il y croit. Donc voilà, on est un partout, là, la balle est au centre. Ça se déchaîne sur Twitter. Tant mieux, continuez. Continuez, c'est super. Le hashtag de Studio Techno pour nous laisser vos petits messages. Et on salue tous ceux qui viennent d'arriver sur lefigaro.fr, sur zeronet.com, et puis sur Dailymotion et sur la chaîne techno.tv pour voir ce flux live en direct. C'est une première pour nous. Et on est là jusqu'à 21h. N'hésitez pas à réagir. Tiens, moi j'avais, puisqu'on a un petit peu de temps, là, il y a un petit break, pendant que les démos continuent du côté de San Francisco. Ça donne l'impression d'avoir un écran plus large, ou c'est juste moi, là. Ouais, moi aussi. Alors c'est l'impression que j'ai eue tout à l'heure. J'avais l'impression que l'écran du smartphone était plus grand. Et justement, Pierre, ça tombe bien, Elsa. Je sortais mon petit iPhone parce que je commence à en avoir marre de cet écran. Je commence à en avoir marre. Je veux un écran plus grand sur mon iPhone et je ne pense pas être le seul. Pierre, Elsa, à votre avis, est-ce que Apple va suivre le sens de l'histoire et s'adapter aux demandes du marché? Parce qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir des écrans plus grands. Hein, comme ils l'ont fait avec l'iPad. L'iPad, au début, c'était un 10 pouces, ils sont passés à 7. Est-ce que pour l'iPhone, ça va être l'inverse? Est-ce qu'ils vont avoir plusieurs modèles d'iPhone avec des écrans plus grands? C'est probable ou pas? Ça dépend de la longueur du pouce, parce que tout l'argument pour avoir un écran de cette taille-là, c'était qu'on pouvait le tenir et c'était l'argument de qui? De Steve Jobs. Mais c'est pas un mauvais argument. Phil Schiller l'a ressorti. Ouais. Mais ça veut dire quoi alors? Ça veut dire qu'on va rester avec des écrans rikiki? Ou alors qu'ils vont réussir à faire en sorte qu'on ait un écran qui soit toujours... alors là, ça veut dire qu'on change de ratio, ça devient très compliqué, je ne sais pas comment on peut faire, mais qu'effectivement, on arrivera à avoir un écran plus large et de la même hauteur et qu'on continuera à le diriger avec un seul doigt. Ou alors, donc ça c'est déjà vu plus d'une fois dans l'histoire d'Apple, l'argument qu'ils mettaient en avant... Il le balance par-dessus l'épaule. Et en fait, on a fait un truc. Les autres avant, ils faisaient ça. Ils le faisaient tellement mal que nous, on a pris le temps. Jobs avait dit qu'un iPad de moins de 10 pouces, ça ne servait à rien. Hein. Rappelez-vous. Il y a un 7 pouces qui est sorti. En fait, c'est au vertical. Très joli. Hein. Ouais. Il passe de l'horizontal au vertical. C'est magnifique. Et ça, c'est vrai que c'est joli. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est très très beau. Regardez ça. Ah, ça, c'est dans Safari. Je ne sais pas si vous avez les images. Oui. Ouais, voilà. L'avantage c'est par rapport à la taille de l'écran, de passer au vertical, c'est que du coup, tu as une meilleure visibilité, je pense. Donc, vous n'avez pas répondu à ma question, les amis. Pardon. À votre avis, écran plus grand ou pas écran plus grand? Parce qu'on pourrait se dire, ok, on garde un iPhone pour ceux qui veulent un petit écran, d'accord? Mais surtout, on ne se prive pas d'un marché qui est de plus en plus grand. De personnes qui veulent un smartphone avec un écran plus grand pour rattraper un petit peu la concurrence. Aujourd'hui, Samsung est sur du combien? Du 5,5, je crois, non? Le Galaxy Note 2 ou même 5,7. Enfin là, on est dans passe aux tablettes. Là. On passe aux tablettes. Ouais, mais c'est un téléphone. Il y a un marché pour ça. Alors, juste un mot, le Galaxy Note. Monsieur. Non, le Galaxy Note a été l'une des grosses surprises de Samsung. Samsung ne s'attendait pas à vendre autant de Galaxy Note. Et ça a été un vrai succès. Les phablettes en France, fin d'année dernière, si je me souviens bien, c'était 19% de part de marché. C'est pas n'importe quoi déjà. Je crois que c'est des chiffres GFK. Mais alors, est-ce qu'on peut imaginer ce genre d'appareil chez Apple dans les semaines ou les mois qui viennent? On peut tout imaginer à partir du moment où on va partir du principe qu'on sort plus le téléphone de sa poche pour téléphoner non plus. Donc après, on peut partir dans toutes les imaginations, parce que c'est l'autre piste. Pourquoi agrandir l'écran si on sort plus le téléphone de sa poche pour téléphoner? Justement, parce que moi je partirais dans l'autre sens. On peut l'agrandir parce qu'on ne téléphone plus. Parce qu'en fait, on se rend compte que on envoie plus de messagerie instantanée, qu'on passe de coups de fil, on chatte avec les applications gratuites, etc. On a bien vu le modèle économique des opérateurs, la voix s'effondre, la data explose. Il y a bien une réalité, c'est que ces terminaux-là sont de plus en plus des terminaux de communication par écrit ou en chat vidéo éventuellement. Et que du coup, avoir un écran plus grand pour ce genre d'usage, c'est mieux. Donc les paris sont lancés, oui ou pas? Moi je dis oui. Allez, moi j'ai oublié ma boule de cristal dans mon autre jean. Donc, ils gagneront peut-être encore quelques centimètres comme ils l'ont fait avec l'iPhone 5, mais quelques millimètres. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que certes, Samsung fait des grands écrans, mais Samsung, vous voyez la gamme qu'ils ont. Donc les grands écrans, c'est une partie de la gamme de Samsung. L'iPhone, il y a un modèle d'iPhone, enfin bon, deux si on inclut aussi l'iPhone 4. Et si les phablettes ne sont encore qu'un marché de niche,
il n'y a pas forcément de raison d'aller vers ce genre d'écran qui peut séduire certaines personnes, mais sans doute pas la majorité. D'une part de marché importante. Surtout, c'est une part de marché qui est assez élevée parce qu'on peut imaginer qu'un smartphone de 5 ou 5,5 pouces, il pourrait le vendre beaucoup plus cher qu'un iPhone je crois que de 4 pouces. C'est ça le vrai problème, c'est pas la part de marché, c'est la marge qu'on peut faire dessus. Mais voilà. Là, ils ont déjà dégradé leur marge une fois avec l'iPad mini. Est-ce qu'ils vont continuer à sortir des produits qui vont dégrader leur marge et faire pleurer Wall Street, ou est-ce qu'ils vont aller vers des produits qui vont revenir aux marges d'Apple? Moi, j'ai mon petit collègue de la voiture qui est repassé derrière moi sur un de mes papiers, qui m'a traité d'escroc parce que je disais que la marge d'Apple s'effondrait à 39% et lui il sortait chez PSA à 2,5. Donc il m'a dit comment on peut créer un truc pareil. Je dis avant c'était 47. Voilà. Sympa l'ambiance au Figaro. 47, vous vous rendez compte, 47% de marge, c'est quand même. C'est totalement monstrueux. Donc là ils n'ont plus que 39%. Aux opérateurs avant Free Mobile. Oui mais Google est à 25. Ouais. Mais Google a un autre modèle économique. Voilà. Dites donc, les amis, on est à 10 minutes de la fin. À 10 minutes de la fin. On n'a toujours pas de One More Thing. Pas de One More Thing, pas de iRadio. Pas d'iRadio. Ça sera peut-être ça, le One More. Oui, ça serait peut-être bien ça. Alors voilà, on sait que ça sera compatible. iPhone 5, iPad 4e génération, iPad mini, iPod Touch 5e génération. Voilà. La réponse à ta question. Pas de 4 et pas de 4S alors? Non. Semblerait-il. Vos filles ne vont pas être contentes. C'est la claque. C'est la claque. Donc iOS 7 ne sera pas compatible avec les iPhone 3GS, 4 et 4S. Mais ça, c'est le design de quel appareil ça? Oui, c'est bizarre. C'est pas un iPhone, ça. Hein. Parce qu'il est complètement anguleux, c'est pas un iPhone. Alors, c'est un truc de démo, ça. Ouais, mais bon, quand même. Généralement, ils mettent pas un design comme ça par hasard. Non, il y a deux petits boutons sur le côté. Oui, les amis. Ça rappelle un peu les mock-ups d'iPhone. Il y a deux petits boutons sur le côté gauche. Mon Dieu! Oh mon Dieu! L'excitation est à son paroxysme. Fébrilité, et nous allons courir nus dans la neige. Courir nus, Pierre. Alors là, franchement, restez avec nous. À la régie, préparez-vous à la censure, s'il vous plaît. Figaro, j'espère que vous avez la fonction floutage qui va arriver. Juste, on le fait tout le temps, hein, pourtant. Elsa, on surveille d'un œil ce qui se passe. Juste encore une question fascinée. concernant. Tout à l'heure, on parlait de la marge qui s'effondre. On parle beaucoup d'un iPhone low cost qui pourrait être proposé et présenté par Apple. Est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce que ça serait dans la logique, dans l'ADN d'Apple, de sortir un téléphone low cost? Alors, moi, je pense que... Enfin, moi, j'y crois pas vraiment parce que Apple, en fait, a un iPhone low cost. En ce moment, ça s'appelle l'iPhone 4. Donc, pour le moment, on est dans un modèle où on garde en commercialisation... on voit déjà qu'il est obsolète. Donc, est-ce que ça veut dire... Parce qu'aujourd'hui, il y a des téléphones low cost. Il est obsolète. Il ne faut pas tout avoir. Oui, mais tu as aujourd'hui des téléphones Android qui sont low cost et qui ne sont pas obsolètes, mon cher Jérôme. C'est vrai. Et donc, est-ce que c'est ça le low cost aujourd'hui chez Apple? C'est des téléphones au rabais parce qu'ils ont 3 ans et parce qu'on ne sait plus où les mettre? Ou est-ce qu'ils vont être obligés de se repositionner pour faire du low cost? C'est un vrai arbitrage stratégique d'Apple. Est-ce qu'on reste à une boîte de niche qui continue à faire des marges monstrueuses et à avoir un business model complètement à part par rapport au reste de l'industrie? Ou bien est-ce qu'on décide qu'on va sur du mass market et on va sur des modèles beaucoup moins chers et qui vont quand même attirer les gens? Moi, je pense qu'ils ont quand même intérêt à gagner de la part de marché parce que ça fait partie de la logique de tout l'écosystème. Un écosystème, c'est pas seulement des applications et des terminaux, c'est aussi des utilisateurs. Pour attirer les développeurs, il faut leur dire viens chez moi, le business il est bon. Mais pour que le business soit bon, il faut que ça soit des gens qui soient capables de dépenser de l'argent. Donc un peu moins cher, d'accord, mais pas gratuit non plus. Mais la Chine, comment attaquer la Chine pour Mais la Chine, ils n'ont pas besoin de l'attaquer, ils en vendent déjà des pelletés sans... Pas assez visiblement, non? D'après ce que j'ai compris, en fait, les prévisions ne sont pas celles qu'attendait Apple, non? Alors bon, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que peut-être que pour certains marchés émergents, comme l'Inde par exemple, aujourd'hui, un iPhone ça coûte l'entrée de gamme c'est 500 € et ça monte jusqu'à 900. Le problème de l'Inde, il est aussi que pour l'instant, il y a certaines régions où on vient de déployer la 2G. Donc effectivement, il y a des villes qui sont en 3G. Ils vont passer en 4G. Ils vont faire un saut. Non, pas du tout. iRadio, ça y est, on parle d'iRadio. Qui ne s'appelle pas iRadio, qui s'appelle iTunes Radio, nous apprennent Pascal Samama et Laurent Cointeau sur le chat live. Nos amis de la rédaction de 01 qu'on salue d'ailleurs, Pascal et Laurent. Voilà. Il y en a deux iRadio s'appelle iTunes Radio et sera intégré dans iOS 7 si j'ai bien compris. Bon, Atem dit que je suis remonté comme une pendule concernant les écrans d'iPhone et c'est vrai, je suis remonté comme une pendule. Je veux un 47 pouces. S'il faut attendre la rentrée pour avoir iTunes Radio, ça laisse quand même
de la marge. Ça peut être une mise à jour. Ouais. Ça peut être une mise à jour. Ouais, et puis attendez, c'est bien beau l'iTunes Radio, là... mais pour quel pays? Parce que la plupart du temps, je vous rappelle que tous ces services liés aux droits d'auteur et au contenu, d'abord on lance aux États-Unis, et puis ça arrive après dans certains autres pays. C'est vite, 3-4 ans. Rappelez-vous iTunes, ça a mis des années avant d'arriver en France. En France, des négociations avec les ayants droit. 18 mois. Non, mais maintenant, ils sont rodés et hauts. J'espère. Et surtout, iTunes, c'est un nouveau modèle qu'il fallait imposer un peu à tout le monde. Et là, maintenant, tout le monde... Et Apple a déjà des droits et aurait déjà signé avec des grands studios comme Universal. Donc, on peut imaginer que ça va déjà un petit peu plus vite. Donc là, on a une démo, visiblement, on a une démo de... Alors, il y a une réponse sur Twitter concernant votre interrogation à propos de l'appareil qui serait utilisé. Et il y a Will qui nous dit, en fait, c'est l'iPhone 5, mais simplement, ils ont coupé le haut et le bas sur la projection. Oui, je pense que c'est ça. D'accord. C'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir les... Merci Will. Est-ce qu'on voit pas le bouton home? Ce côté anguleux sur le haut. Mais c'est vrai que quand on voit comme ça, on se dit, tiens, c'est un nouveau téléphone. Mais c'est ça. Ça nous aura fait fantasmer 5 minutes. C'est pas désagréable. Oh là là, quelle catastrophe. Franchement, la soirée, toutes les désespérances. Pas d'écran Retina sur les MacBook Air. La soirée, pas d'iPhone 5. Désespérance, j'adore. Après, je vois passer une question qui est intéressante. Bon, ça oblige à revenir un instant sur le sujet de tout à l'heure qui est iOS 7. C'est bien beau tous ces effets, mais est-ce que ça va pas compliquer la vie des développeurs? Est-ce que ça veut dire que les éditeurs de contenu vont devoir à nouveau refaire de nouvelles versions de leurs applis? Jusqu'à présent, les grosses modifications esthétiques, d'icônes, etc., c'est télécharger le nouveau SDK, mettez des belles images, recompilez votre truc, voilà, c'est fait. Il faut juste refaire les images. Généralement, Apple... Il y a quand même des effets graphiques, oui, mais c'est des effets graphiques qui sont gérés par l'OS en l'occurrence. Ouais. Donc après, je pense que tout sera intégré. Enfin, on verra ça quand ça sera disponible. D'ouvrir de nouvelles possibilités sur des jeux ou des applications où on pourra peut-être utiliser cette fonction aussi. Oui, enfin, il faudra l'avoir en main pour savoir. Alors. Juste encore une petite question sur IDQ, qui est bronzé. On parlait du tarif de l'iPhone, qui aujourd'hui fait partie des téléphones les plus chers au monde. On voit que Android aujourd'hui propose des téléphones, des smartphones à 99 €, voire même 79 €. 50 même. Vous en avez vu à 50? Qui dit mieux? Android, aux États-Unis, on a 29 $. Voilà, on se rend compte qu'il y a des marques qui montent en puissance comme Wiko ou même Alcatel qui proposent des téléphones assez bien spéqués techniquement et qui vont coûter 200, 250 €. Apple peut laisser faire tout ça et rester dans son coin avec des téléphones qui coûtent 2 à 3 fois plus cher, ou est-ce qu'ils sont obligés de prendre en compte ce changement? C'est quand même, important. Ils feront comme ils ont toujours fait, ils continueront à garder leur superbe, rester sur des produits haut de gamme, des objets de luxe. C'est pas dangereux. Est-ce que c'est pas dangereux? Sachant qu'il y a aussi une chose qu'on oublie, c'est qu'il y a pourquoi Android et iOS se sont installés si facilement sur le marché, entre guillemets, c'est qu'ils avaient en face d'eux des OS qui étaient vieillissants. Ils avaient c'était la nouvelle génération. Ouais. Là, on va assister, alors peut-être que ça prendra, peut-être que ça prendra pas, mais à l'arrivée de nouveaux OS. Il y a Firefox OS qui est un outsider. On a plein de déclinaisons de Linux aussi, de versions de Linux. Ubuntu qui a été notamment retenu par le ministère de l'Industrie et du Développement chinois pour devenir la version officielle Linux chinoise. Il se passe des choses. Il y a Tizen aussi qui va... Alors on l'attendait sur le low cost. A priori, Samsung va le balancer plutôt sur du haut de gamme en août. Enfin, voilà, il y a d'autres OS qui se positionnent. Alors, est-ce qu'ils arriveront à tailler méchamment dans la structure? Ça prendra du temps si ça arrive. En fait, la question était simple. C'est vrai que la tendance du prix du smartphone est à la baisse. Et est-ce que Apple va rester toujours dans les hautes sphères au niveau tarif? Est-ce qu'ils pourront se payer le luxe de rester toujours à des smartphones à 800, 900 €? C'est ça la question. Ils pourront se le permettre qu'à la condition d'avoir un produit qui est complètement différenciant et qui justifie le prix avec plus que les autres. Et là, on va arriver sur de l'innovation nécessaire dans le device. Je vous coupe Elsa, mais je ne sais pas ce que c'est du tout. Pierre, vous qui étiez une espèce de devin. On dirait un tableau de bord de voiture, donc ça doit avoir une explication rationnelle, tout ça. Donc là, c'est du FaceTime visiblement, non? C'est du FaceTime. Non, c'est dans les voitures. D'accord. J'ai dit un tableau de bord de voiture. Excusez-moi, ma chère Elsa. J'étais en train d'analyser. Comme je ne peux pas faire deux choses en même temps, les femmes peuvent faire deux choses en même temps. On me dit toujours, trois même. Là, on était passé à Siri entre-temps, c'est-à-dire qu'on va pouvoir parler à sa voiture et que... Oui, c'est ça, c'est leur gros projet.
on voit les logos. Autant j'allais dire tout à l'heure. Il n'y a pas de marque française, les amis. Apple n'a jamais. Non, je ne veux pas faire mon chauvin de base, mais il n'y a pas une marque française. Ils ont Toyota et GM, donc tout va bien. Voilà. Il n'y avait pas Nissan Il y a peut-être Nissan. Oui. Mais Apple, sauf erreur historique, n'a jamais licencié son OS ou son matériel. Voilà. Là, on peut, cette introduction de Siri dans les voitures, c'est un beau moyen d'imposer la technologie Apple ou l'interconnexion avec des technologies Apple. On l'avait vu, ils avaient commencé avec les petits cordons pour les iPods dans les BMW, etc. Mine de rien, ils poussent ça. Là, pour le coup, c'est aussi une nécessité parce que l'industrie automobile, elle est en train de se chercher des interfaces intelligentes pour la voiture. Et là, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont QNX, donc ils vont chez BlackBerry qui installe à peu près 50% du parc des voitures vendues dans le monde. Donc c'est quand même pas négligeable. Si jamais il y avait un retour de flamme pour BlackBerry, ils ont déjà la voiture. Il y a Nokia aussi qui a des interfaces qui marchent très très bien, notamment en navigation avec la voiture grâce au Windows Phone. Et il ne faut pas oublier que ça reste aussi un point d'entrée à l'inverse. Si je l'ai sur ma voiture, peut-être que je vais venir sur Apple. Donc, Tiens, je crois que les mises à jour de l'App Store se feront automatiquement. Ce que fait Android déjà, c'est-à-dire que là maintenant vous ne serez plus obligé d'appuyer sur le bouton pour que ça se mette à jour, ça va se mettre à jour tout seul. Et puis j'ai l'impression qu'il y a une fonction de géolocalisation qui sera liée à l'App Store et qui vous proposera en fait des applis qui ont un sens quand vous êtes à un lieu bien précis. Ça voyez, par exemple, là on est au Figaro, on peut nous dire ben voilà, téléchargez l'appli du Figaro. Et ça va faire de la pub géolocalisée. Et voilà. Les amis, sans doute. Alors, a priori, c'est presque terminé, parce qu'il est presque 21h. J'ai vu passer un tweet de Didier Sens encore qui dit que Tim Cook remerciait tout le monde. Ce qu'on va peut-être faire, c'est on va peut-être gratter encore quelques minutes, si nos amis du Figaro qui nous accueillent sont d'accord. S'ils n'éteignent pas la lumière. S'ils n'éteignent pas la lumière tout de suite, d'autant plus que si tout va bien... Laissez-nous les clés, vous les laissez à l'entrée, on va s'en occuper. Si tout va bien, Didier va nous appeler. Didier Sens va nous appeler. C'est ce que j'étais en train de discuter avec lui. Et il va essayer de nous passer un coup de fil pour nous faire un petit round-up depuis le Moscone Center de San Francisco, Didier Sens du Figaro. La démo musicale avec Daft Punk, ça fait plaisir quand même. Voyez, tu vois, tu voulais du français. Voilà la French Touch. Je fais mon gros franchouillard, mais ça fait plaisir. Donc le petit logo, la petite icône iTunes Radio qui vient de passer, qui va bien. Voilà. Ça applaudit, mais ça applaudit moyen quand même. Hein. J'en ai vu un qui avait les bras croisés. J'espère qu'il n'est pas chez Apple, sinon il va se faire virer. Lui, il aura un carton sur son bureau. Il est pizzaiolo à San Francisco maintenant. On peut le dire. Voilà, donc la démo est terminée. On est il est quoi ? Il est 21h là, mine de rien. Donc est-ce qu'ils ont terminé ? Non, ils continuent. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'il semblerait que on est parti pour 3 heures de keynote. Cette keynote va durer plus longtemps que prévu, sans doute. Bon, pour l'instant, petit récapitulatif pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, peut-être, faire le point. Ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Donc, on vous fait vivre depuis 20h cette soirée, Apple, avec Elsa Bombaron du Figaro, avec Pierre Fontaine de 01net. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Dailymotion, sur 01net.com, sur Figaro.fr, mais aussi sur la chaîne techno.tv. Alors... Bon, on va passer vite sur les nouveaux MacBook Air qui ont été annoncés, plus puissants, avec plus d'autonomie, sans Retina, un nouveau Wi-Fi, etc. Sans Retina. Une nouvelle version de macOS 10 aussi, Pierre. Une nouvelle version de macOS 10 macOS 10 Maverick, qui est la version 10.9, avec donc optimisation, performance pour le surf, etc. Processeur, optimisation pour le surf, Finder repensé, intégration avec le cloud un peu plus poussé. Donc la bêta est disponible pour les développeurs, donc on devrait très rapidement avoir des nouvelles sur 01net par exemple, bien sûr. Puisque je pense que je vais essayer de télécharger ça dans la nuit si c'est possible. La version pour iOS 7, elle sera disponible à partir de demain. La version définitive sort à l'automne. Donc iOS 7, gros changement. La fin du... C'est fini. Skeuomorphisme. Du skeuomorphisme. Exactement. Et alors, est-ce que le réalisme est fini ou pas ? Parce que on dirait bien là. J'ai l'impression que c'est terminé, mais ça s'est terminé quand même assez salement. Je ne sais pas s'il y aura un bêtisier ou un... J'ai l'impression qu'ils ont tout éteint, ils ont dit les gars, ça fait 2 heures, il faut y aller. Eux aussi, ils avaient réservé la salle pour 2 heures. Voilà, c'est ça. Et puis derrière, il y a Samsung qui fait sa keynote, donc il commence à préparer tout. Ah non, apparemment, ce ne serait pas terminé. C'est pas terminé. D'après ce que me dit Jean-David en régie, non, c'est pas terminé. On va essayer de remettre le flux. Ça m'étonnait parce que ça s'est terminé un petit peu violemment. Et sans que Tim Cook soit aux commandes en plus. iOS 7, donc ce qu'on a vu d'iOS 7, donc interface quand même assez... Nouvelle interface, nouvelle ergonomie au sens interaction avec l'écran.
avec ce qui ressemble à des widgets ou une zone de notification pour commander par exemple la 3G, le Wi-Fi, etc. Ce qu'on voit sur Android, ce qu'on voit sur les iPhones jailbreakés. Des petits effets sympathiques. Et puis iRadio. Enfin, iTunes. iTunes iRadio dans iTunes qui est annoncé. Alors c'est vrai que du coup, vu qu'on parlait, on n'a pas tellement suivi ces annonces-là. Voilà. Comme quoi, c'est comme à l'école, quand on parle en même temps, on n'y arrive pas. En même temps, iTunes Radio, ça faisait quand même partie des choses les plus attendues, surtout que depuis que Google a annoncé le service équivalent qui est All Access. Moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est que Tim Cook avait dit on va être de plus en plus secret et renouer avec cette tradition de il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de fuite. Et là, si on n'est pas étonné, c'est aussi parce qu'il y a eu tellement de fuites qu'en gros, on avait pratiquement toute l'info avant que ça arrive. Donc, ce qui est de plus en plus souvent le cas. Quoi, oui. C'est très pratique quand on est journaliste parce qu'on peut pratiquement faire les papiers avant les annonces. Mais en même temps, c'est un effet un peu décevant parce que justement, pendant les annonces, on fait ça on le savait. Quoi. Donc, ça manque un peu de... En même temps, d'une certaine manière, avant, il y avait des fuites qui étaient peut-être moins orchestrées ou je sais pas. Et parfois, ça partait dans tous les sens. Et même quand la keynote était extraordinaire, on disait ils n'ont pas annoncé ça et ça. Oui, mais parce que ça, c'était du domaine du rêve. On s'était tous partis en courant. Tous les fakes qui circulent sur Internet. On avait vraiment cru qu'on les... allait décrocher le pompon de nos rêves. Et que c'est, la télé, la montre. Voilà, et puis la photo marquée chez Keynote. Alors, c'est officiellement terminé, nous dit Didier Sans, qui donc, s'il le peut, devrait nous appeler par téléphone assez vite. Parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes de réseau, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui passent des appels en même temps. Et c'est vrai que pour attraper une ligne, c'est pas facile. Bon, d'accord, ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais qui en dit long, mais je pense que voilà. Je pense qu'on est tous un petit peu à la fois déçus, agréablement surpris par iOS 7, mais moi, je suis peut-être le seul ici, mais je suis pas déçu. Moi, je m'attendais à un renouveau. Pierre nous invite au resto ce soir, j'ai l'impression. Bon, ok. Note de frais. Moi, je m'attendais à un renouveau de macOS. Il est là, il faudra mettre la main dessus, chercher dans les petits fichiers de partout pour voir ce que ça donne. Mais voilà, on l'a. On s'attendait à une refonte, à une relance d'iOS 7. On l'a eu. On savait bien, on avait beau rêver un petit peu, on savait bien qu'on n'aurait pas de grosses annonces matérielles parce que... pour le coup, c'était pas une rumeur. Tim Cook avait dit il n'y aura pas d'annonce, vous inquiétez pas les lapins. Donc voilà, sauf Père Noël à la moitié de l'année, on n'aurait pas eu d'annonce. Donc c'est difficile d'être déçu. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il va falloir voir ce que donne iOS 7 et voir ce que donne macOS 10, Mavericks. Mais on a à nouveau on repart sur de nouvelles pistes. Des fondations qui ont l'air intéressantes. Voilà, il y a quelque chose. L'innovation est là, sachant que. Il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient qu'ils avaient déshabillé l'équipe macOS 10 pour arriver à temps sur iOS et que du coup, tout le monde s'inquiétait de dire qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que la dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était un petit peu tendu, c'était pour le lancement de l'iPhone d'ailleurs. Donc qu'est-ce que ça va donner? Et là, finalement, ils ont réussi à présenter 2 produits et on a jusqu'à grosso modo octobre pour avoir un iOS 6 qui va se développer. Souvenez-vous, 7, pardon, justement, j'enchaînais avec. Souvenez-vous qu'à iOS 6, ils nous avaient super vendu Maps, vous allez voir, ça va torcher tout le monde, c'est incroyable. Et finalement, ils l'avaient annoncé trop tôt, pas assez fini, pas assez bien. Et voilà, du coup, là, ils ont été assez modestes, ils ont montré des jolis trucs, et on peut espérer qu'il va y avoir un été un petit peu studieux et que ça va vraiment être... Et il ne faut pas oublier que maintenant, les logiciels, les services chez Apple, c'est pratiquement 10% du chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas non plus complètement négligeable. Et c'est quelque chose vers quoi toute l'industrie tend. C'est-à-dire qu'on va gagner de plus en plus d'argent avec ça. Il faudrait qu'on fasse un petit rectif, j'ai l'impression, parce qu'on a vu pourtant tout à l'heure qu'iOS 7 ne serait compatible qu'à partir de l'iPhone 5, c'est ça? Ah oui. Et bien visiblement non. Alors sans le son, on a vu ça, mais voilà. Il parlait a priori, iOS 7 serait compatible avec iPhone 4, 4S, 5, et donc iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad mini, iPod Touch 5G. Voilà, donc en fait, il sera dispo à table, compatible iPhone 4 est mieux, iPad 2 est mieux, iPad mini et iPod Touch 5. Voilà, donc on a dit une bêtise tout à l'heure, l'iPhone 4 sera compatible. Donc, je dirais que c'est plus dans la logique de leur développement. Après, il faut voir les fonctionnalités parce que la plupart du temps, sur les vieux modèles, c'est dégradé en fait. Oui, j'imagine qu'on n'aura toujours pas Siri. Eh bien, je crois que nous avons Didier Sans en ligne avec nous. Didier? Oui, je suis là. Bonsoir François, bonsoir Jérôme, bonsoir tout le monde. Bonsoir Didier. Bonjour chez toi à San Francisco. Alors, tu pleures de joie, Didier?
J'entends très mal. Est-ce que tu pleures de joie? Je vous lui envoyer des questions par Twitter. Alors, je pleurerai de joie quand j'aurai vu de mes yeux toutes les belles nouveautés qui nous ont été montrées ce soir. Ouais. Notamment cette magnifique interface pour iOS 7 qui demande vraiment qu'on puisse l'essayer, qu'on puisse jouer un peu avec, des effets de transparence, de profondeur qui sont vraiment très très bluffants. Je suis un petit peu plus sceptique sur le look des icônes. Bon, à mon avis, il n'y avait pas grand-chose à changer dessus. L'histoire de mettre des aplats semble un peu inspiré de ce que font les concurrents, mais bon, c'est pas grave. Et parmi les nouveautés aussi qui ont retenu l'attention des développeurs, et la mienne aussi, c'est évidemment la possibilité d'afficher les aperçus des applications ouvertes sur l'iPhone au lieu de simplement montrer les icônes comme on avait avant quand on double-cliquait sur le bouton central. Voilà. Didier, iTunes Radio, ça a l'air révolutionnaire, c'est ce qu'on attendait, les rumeurs se confirment? Alors, pour l'instant, vous avez vu comme moi, l'information était très succincte. Hein. Il y a eu très très peu d'informations sur cet iTunes Radio, si c'est le mode de fonctionnement, qui est après tout un mode de fonctionnement un peu comparable à ce qu'on a, on va dire, sur Spotify, sur Deezer, c'est-à-dire on se crée des playlists, des espèces de stations en fonction de ses goûts, de genre, etc. La seule chose, c'est que Apple a quand même une bonne force de frappe dans ce domaine-là, puisqu'ils ont, on l'a vu, 575 millions de comptes sur leur iTunes Store. Oui, ça aide. Puisqu'ils ont beaucoup de chances de pouvoir marquer des points dans ce domaine. Le fait quand on est sur iTunes, d'accéder à un service, c'est beaucoup moins douloureux quand on sait que la carte bleue est intégrée dans le système de paiement. On n'a pas besoin de sortir sa carte, de remplir un numéro, de recréer des trucs. Donc, à mon avis, ils vont recruter beaucoup de clients de cette manière-là, de la même manière qu'ils ont recruté des gens quand ils ont lancé le premier iTunes il y a une dizaine d'années. Didier, alors rappelons que tu es donc au Moscone Center, tu as vécu cet événement, ben voilà, tu étais dans la foule, dans le public, on l'a vu tout à l'heure. Comment ça se passe? Il y avait une bonne ambiance, on sentait les gens enthousiastes ou finalement c'était pas aussi effervescent que ça devrait l'être? Eh ben, franchement, j'étais étonné parce qu'on ne s'attendait pas à avoir d'annonces très spectaculaires. On a eu assez peu de rumeurs dans la presse comparativement aux autres années. On a même pu voir Tim Cook arriver dans la salle, serrer des mains à droite et à gauche. Les développeurs qui étaient là étaient beaucoup moins excités que d'autres années, notamment les années où il y a eu des gros lancements, comme l'iPad ou l'iPhone 5. En revanche, c'est au fur et à mesure des annonces qu'on a vu qu'il y avait vraiment une volonté de toute l'assistance. En revanche, c'est au fur et à mesure des annonces qu'on a vu qu'il y avait vraiment une volonté de toute l'assistance d'assister à quelque chose de nouveau. Le fait de lancer le nouvel iOS 7, le fait d'annoncer un Mac Pro, le Mac Pro a été accueilli avec un tonnerre d'applaudissements. C'était vraiment l'ordinateur qu'attendaient les gens qui sont là, qui sont des gens qui conçoivent, qui développent des applications. Ils attendaient ce type de machine. Et en plus, c'est une machine qui va être très belle. Je ne sais pas si vous avez vu les images, avec cette forme cylindrique très design. Donc, au fur et à mesure, voilà, on a senti l'assistance débrider et vraiment adhérer pleinement à toutes ces nouveautés d'Apple, à tel point qu'à un moment, quelqu'un criait dans la salle Tim, I love you, pour montrer tout l'amour qu'il portait au PDG d'Apple. C'était sa femme peut-être, non? C'était un garçon. Ah, c'était un garçon, Il n'a pas de ça ne femme. peut pas être sa femme. Si c'est Tim I Love You, on sait que. Enfin bref. On ne va pas rentrer dans les détails, n'entrons pas dans sa vie privée. on va se transformer en voici. Après, Ça c'est ne pas nous terrible. regarde pas. Didier, merci. Alors Didier va vous donner... Il va aller voir iOS et Voilà, aller voir iOS. iOS. Et il va nous raconter ça et tout ça, ça sera à suivre sur le Figaro, bien sûr dès demain. Hein. Voilà les amis. Très bien, on a fait le tour. On a fait le tour, on a un petit peu débordé, mais il le fallait. Oui, bon, ben voilà, il fallait quand même qu'on ait le temps de faire le point. Il faut toujours un petit peu de recul, hein, encore, on n'en a pas assez là, mais voilà, donc nouvelle iOS 7 qui a été présentée, qui a l'air très séduisant. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à Elsa Bambaron du Figaro. Merci. Pierre Fontaine, Zéro Net. Merci d'avoir été avec nous. Elsa, que vous pourrez lire dès demain, j'imagine, hein, dans le Figaro. Vous allez commenter tout ça avec Didier, sans doute. C'est Benjamin C'est Ferrand Benjamin. qui fait le papier pour le Figaro, puisque j'étais là. Et donc, étant oui, donné que nous peut pas avons être bouclé partout il y a au une heure monde. notre édition. Pourtant, je pensais que les femmes pouvaient faire plusieurs choses à la Ouais, fois. je ferai les mises à jour tout à l'heure.
Oh, Allez, on va s'arrêter là-dessus. Petit tac. Hein, Pierre, à bientôt sur 01net.com. Et puis, et sur la chaîne techno.tv. voilà, la chaîne techno.tv. Et puis, sachez que sur 01net.com et la chaîne techno.tv, dès demain, 7h, un petit résumé de tout ce qu'on a vu ce soir concernant iOS 7, les MacBook Air, etc. Merci de nous avoir suivis pendant 7h10 en direct. C'était une première. Je pense qu'on va refaire ça parce qu'on s'est bien amusé. Et l'idée, c'est de vous faire vivre encore tous ces événements techno en direct pour que vous puissiez interagir avec nous comme vous l'avez été ce soir. Et vous avez été très très nombreux. Merci. Et merci encore au Figaro de nous avoir accueillis donc dans ce studio du Figaro.tv. À très bientôt. Au revoir. Salut à tous.